Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Aujourd'hui, nous sommes que tous les deux avec Thomas, parce que Olivier n'a pas pu voir le film dont nous allons vous parler, puisque nous allons vous parler de The Zone of Interest de Jonathan Glazer, son dernier film. Mais avant ça, des petites recos du mois qui viendra ou de mois qui viennent s'achever. Thomas, qu'as-tu à nous proposer? Oui, vous proposez, bien sûr, bien sûr. Bah, si vous avez des enfants, peut-être. Léo, c'était Oui. quoi le titre? Léo, la fabuleuse vie de Léonard de Vinci, un film d'animation qui fait advenir son droit d'exister. Voilà. D'accord. Non, Donc- c'est sympa. Hein. Ouais, ça va, mais c'est pas dingo, mais ça va. Et puis, Voilà. pour le mois de février à venir, je vous recommande Dali, le prochain film de Quentin Dupieux qui va Dali. sortir. Dali. Qui est un de ses films qu'il a le plus taffé, et ça se ressent, et ça fait du bien. C'est peut-être l'un de ses meilleurs films. Voilà, je balance ça. C'est là où tu te rends compte que le cinéma français, c'est encore vachement bien, et qu'il a des putains d'acteurs quand c'est bien dirigé. Ouais, je l'ai Voilà. vu 2 fois, c'est incroyable. Allez, non, je l'ai pas encore vu, j'étais pas à Venise, mais je l'ai pas encore vu. Voilà. Mais on vous en parle bientôt sur la chaîne. On vous en parle prochainement sur la chaîne. Voilà. Donc voilà nos recos de février et de janvier. Mais tout de suite, la critique sur The Zone of Interest. C'est donc le 4e film de Jonathan Glazer, qui avait avant réalisé il y a 11 ans de cela Under the Skin avec Scarlett Johansson, Birth en 1990. Je crois que c'est 2000, Ah. mais genre voilà quoi. Bon, au C'est début des années 2000, il avait encore réalisé, 10 ans avant quoi. Ouais, c'est ça. Réalisé Birth avec Nicole Kidman, qui est une histoire de femme qui perd son mari, mais qui le retrouve dans une version enfant. C'est ça. Un peu- truc un peu vaguement ça. bizarre. Je l'ai pas Il vu, paraît mais que c'est génial. C'est toujours assez étrange. Et puis son premier film qui était Sexy Beast. Là, je ne sais pas de quoi ça parle, mais pour vous dire qu'il fait pas beaucoup de films. C'est un clipper à la base, il fait des clips. Il fait des clips, il fait de la pub pour vivre. Donc, mais voilà, quand il fait un film, il se concentre pendant pas mal de temps là-dessus. Et ça s'est beaucoup ressenti dans The Zone of Interest. Car ça parle de quoi, Thomas, du coup? Donc ça se passe en Pologne dans les années 40. C'est une famille famille un peu aisée d'Allemands, donc monsieur et madame Heuss, monsieur et madame Heuss, je sais pas comment ça se prononce. Partons sur Heuss. Monsieur et madame Heuss et leurs enfants, qui ont une grande propriété avec un beau jardin, ils ont une belle maison, ils sont installés là depuis quelques temps. Voilà, et on va suivre leur quotidien avec le papa qui gère un peu l'usine qui est juste à côté. Voilà, la maman qui a des domestiques. Le hic étant que l'usine d'à côté, c'est le camp de la mort d'Auschwitz. On était La synchro. synchronicité, let's go. Donc voilà, c'est donc un film comme plusieurs autres par le passé qui traite le gros sujet de sa mère, qui est la Shoah, exactement. Donc ce qui est intéressant sur ce film, c'est que ça, donc, en adoptant le point de vue des nazis, en faisant quelque chose qu'on n'avait jamais fait, je crois, dans la représentation de la Shoah, dans tous ces films qui ont fait tant de débats, tant de discussions, que ce soit Liste de Schindler, ou le Shoah de Claude Lanzmann, un documentaire de 9 heures sur des témoignages des réfugiés. Enfin, bref, il y a plein de façons qui ont été... Il y a eu plein de façons de parler de la Shoah, de la filmer, de la raconter. Et je crois que c'est la première fois qu'on filme du point de vue des nazis. Du point de vue sans le valider, leur point de vue, j'entends évidemment. Hein. C'est pas un film de nazis qu'on propose d'aller voir. Rassurez-vous. Et ce point de vue, ça permet de nous rappeler ou de faire apparaître des choses qu'on oublie ou dont on ne se rendait pas compte sur ce que c'est que de vivre au quotidien le nazisme. Voilà. Et du coup, ça fait apparaître dans l'administration de ces camps de la mort que ça fonctionne comme une entreprise comme une autre, et que on voit des officiers, c'est un conseil d'administration d'entreprise, quoi. On discute des rendements de l'année, on félicite machin qui va avoir une promotion parce qu'il a été très efficace dans son secteur. Machin. Donc toute cette espèce de langue managériale très curieuse, très curieuse, très banale, sauf que l'horreur du truc, c'est que... La connaissance du public fait que ça rend le... Voilà, c'est ultra badant. Voilà, parce que exactement. Ce dont il parle, c'est des millions de morts, quoi. Et donc ça permet de mettre en lumière ça.
Et puis, pas mal de choses sur... c'est toi qui m'avais fait remarquer, sur le fait que en voyant, en sachant tout ce que fait, en quoi consiste le travail du papa, Monsieur Heuss, on le voit souvent avec ses enfants, aussi, dans des scènes quotidiennes. Et pareil, encore une fois, comme on sait quelle est l'horreur qui se joue hors champ, on repère des signes de son travail et de l'horreur de son travail dans la façon dont il éduque ses enfants, dans la façon dont ses enfants se comportent, donc. Et du coup, il y a plein de choses comme ça où on filme de l'anodin, on filme du quotidien, mais on repère quelque chose qui relève de l'enfermement, ou alors... Pire que de l'enfermement, de l'emprisonnement. De l'emprisonnement, de la domination, et qui tend vers... voilà, quoi, il y a plein d'affects, il y a plein de choses qui font exister tout de suite une ambiance dégueulasse un rapport à la domination, à la violence, à l'enfermement, à la concentration, pour le dire comme ça. C'est très très badant, qui permet de comprendre comment on peut le vivre quotidiennement et comment ça forge les individus, quoi. C'est que les scènes avec les deux gamins, les deux fils, là, sont souvent hyper glaçantes, comme ça. Et aussi une dernière innovation du film, qui est peut-être la moins présente, mais qu'on repère quand même, c'est que ça met en lumière que c'est vraiment un projet colonial. Cette histoire de nazisme, d'extermination de milliers et de milliers de personnes. Parce que la famille se revendique, ils ont un vrai idéal de, oui, l'avenir de l'Allemagne se trouve à l'Est, en Pologne donc, puisque c'est un territoire qu'on a colonisé, et puis il y a tout un truc sur Madame Hauss, la mère de la famille, qui a cultivé un jardin, qui dit régulièrement qu'elle a réussi à construire quelque chose dans ce territoire vide. Voilà. Il y a une vraie logique coloniale dans le truc qui le met en valeur de façon terrifiante, mais hyper passionnante, mais on va en reparler comment le film fonctionne. Oui, parce que le concept du film, pour le rappeler, c'est donc un film qui se base beaucoup sur le hors-champ et sur la connaissance du public. À aucun moment on va voir l'intérieur des camps juifs, ils seront toujours derrière le mur de la maison de cette famille de nazis. Et donc il va beaucoup travailler sur le son, comment on comprend des choses, comment on les voit, entre guillemets, et ça dès le début avec une séquence d'ouverture, donc je laisse la surprise quand vous la découvrirez, mais qui porte sur l'attention du son, votre attention de spectateur, votre concentration durant tout le film. Et c'est sur ça que Jonathan Glazer a insisté, sur vraiment ce travail de son très subtil, où il y a vraiment deux films, il y a un film sonore et un film visuel, où les deux vont se confondre, littéralement. On va avoir des bruits du quotidien, par exemple des cris d'enfants qui vont se confondre avec les cris des juifs dans les camps de concentration. Des morceaux de bois posés sur une... Oui, sur une espèce de véranda. Une espèce de véranda dans le jardin. Qui se confondent avec des coups de mitraillette. On sait pas vraiment ce que c'est, mais on devine. Alors encore une fois avec nos connaissances de ce que ça pourrait être, et c'est pas, il est vraiment dans la subtilité, c'est pas des gros bruits de mitraillettes qu'on entendrait tout le temps, oui. C'est vraiment des petits coups de feu par-ci par-là, on sait même pas si c'est des coups de feu, ça se trouve c'est des... Oui, c'est un peu flou, c'est très flou, on n'est pas sûr de ça, et il y a le bruit des fours en revanche, il est très présent, mais encore une fois très bas, mais il est vraiment pendant tout le film. Qu'on n'identifie pas tout de suite, c'est très... Ça, c'est très insidieux, subtil. C'est ça qui marche magnifiquement bien. Effroyablement bien, on pourrait dire ça comme ça. C'est ça, mais voilà, tout le travail du son se base là-dessus. Et il y a aussi autre chose, c'est que le film est entièrement, presque, en plan fixe. Oui, je crois. En long plan fixe. Voilà. On pourrait même croire que c'est une télé-réalité dans une maison de nazis, avec des séquences en multicam où vraiment on passe d'un décor à un autre, d'une caméra à une autre. Donc ça c'est vraiment étonnant. Et donc il va beaucoup travailler sur le temps. Donc on passe vraiment toutes les journées entières avec cette famille de nazis. Donc le film ne dure qu'1h45 mais peut paraître un peu long. Oui, et puis c'est un rapport au récit qui est un peu étrange aussi. Rapport au récit qui est un peu étrange, il se passe pas grand chose, on a entendu beaucoup ce genre de remarques, mais finalement c'est ça, c'est la banalité du mal, voilà, donc pour le dire très clairement, et il le fait de façon assez brillamment. Et même dans le dispositif de direction d'acteur, Jonathan Glazer va même
s'extirper du décor pour laisser vraiment les acteurs et donc ces personnages, oui, seuls s'enfermer, seuls avec leur personnage. Et Sandra Hüller le disait que c'était vraiment assez terrifiant de se mettre dans la peau de ce personnage. Elle avait même hésité de prendre ce rôle, mais finalement elle trouvait ça bizarre de ne pas le faire presque. Mais donc voilà, c'est tout un travail de mise en place, de mise en contexte pour mieux faire ressentir aux acteurs le contexte historique. Et puis... Une espèce d'immersion constante sur le fait qu'il ait peur de jouer ça. Je fais comprendre que sur le tournage, c'est badant parce que tu es tout seul avec ton perso et tu peux même pas te rassurer en jetant un coup d'œil. Oui, c'est ça. Jonathan Glazer n'était pas sur le décor parce qu'il y avait donc plusieurs caméras en courte focale, donc vraiment on voyait toute la pièce, donc il pouvait pas se permettre d'être dans le décor, donc il était à l'extérieur de la maison et les acteurs ne savaient pas s'il fallait continuer la scène ou pas, donc c'est ça aussi qui rendait l'ambiance pesante. Pour les acteurs qui étaient toujours imprégnés par le personnage. Ils sont tout le temps dans leur personnage, qui n'ont jamais le cut qui te rassure, qui te permettent de redevenir Sandra Hüller quelques minutes avant de retourner dans Madame Huss et tout ce qui la traverse de sordide et de dégueulasse. Oui, du coup, c'est vrai que nous, bon, spoiler, on adore le film, on vous le recommande. Oui. Mais c'est effectivement un objet un peu radical, un peu clivant, un peu particulier, qui met très mal aussi. Qui crée une pesanteur, une pression, quelque chose de très lourd tout du long. Et c'est vraiment une réalisation, et tu l'as dit, un dispositif de mise en scène qui est vraiment radical. C'est-à-dire qu'il y a un jeu sur... c'est le fait qu'il y ait 5 caméras dans une pièce pour filmer une seule scène, et qu'il va cutter régulièrement pour passer de l'une à l'autre. Ça crée des effets de gravité, on va dire ça comme ça, des effets de gravité qui sont très soudains. C'est-à-dire que bon, on a un plan, ils sont tous dans le jardin, les enfants sont dans la piscine, le papa s'approche, il observe, il surveille, il fait un peu le maître nageur, quoi, il s'ennuie. Et puis on va cutter, on va avoir un plan sous un autre angle, et c'est sous cet autre angle qu'on voit que au-dessus du mur de la maison, on voit la fumée du train qui amène donc des milliers de juifs pour se faire tuer, quoi. Et très régulièrement, c'est là où le film est badant. Et c'est là aussi où nous, on s'est pas ennuyé. C'est qu'il y a quelque chose de... Il y a toujours un détail dans l'image qui va nous faire comprendre et qui va nous en faire encore plus bader. Et voilà, et puis il y a quelque chose de sidérant dans le fait de... Genre nous, on cut. Oh putain, derrière la fumée, c'est la vapeur de la locomotive, du train qui amène des millions. Putain, c'est Auschwitz. Et du coup, on se rappelle continuellement et on est sidéré continuellement mais comment vous pouvez accepter tout ça? Comment vous pouvez vivre normalement? Alors que là, de l'autre côté, il y a un train qui va amener des milliers de gens se faire tuer. Régulièrement, il y a des effets comme ça. Ou comme il y a un personnage un des seuls travelling, on suit un personnage en travelling latéral, droite-gauche, dans le jardin, avec une brouette. Personnage un peu lambda, on peut penser que c'est un des jardiniers de la maison, mais qui est habillé différemment des autres, il est un peu gris, donc on le suit ce personnage, il pose la brouette près de la maison, puis un autre personnage en gris, cette fois un enfant, passe devant lui, et avec derrière lui un gardien nazi, on peut dire comme ça, c'est ça. Je sais pas s'il avait une carabine, mais il avait un brassard. C'est pas un brassard nazi, mais en tout cas on sentait qu'il était surveillé et qu'en fait, ah bah non, en fait c'est des juifs qui sont réquisitionnés, quoi. Oui, réquisitionnés pour travailler dans la maison, quoi. Donc il te fait comprendre ça de manière glaçante. C'est-à-dire que tu le comprends pas tout de suite, mais tu le devines après, avec certains indices dans l'image. En prêtant attention au film. Et avec nos connaissances, encore une fois. En fait, il y a des millions de choses comme ça, où on comprend, c'est une scène de quotidien, pensons-nous naïvement. Et puis tu l'as dit, un enfant qui nettoie une botte, c'est pas n'importe quelle botte, c'est pas n'importe quel enfant, sur la botte il y a un truc suspect. Et si on prend le temps de le regarder, et nous laisse le temps de le regarder, et on réalise que non, ça aussi c'est un signe de la Shoah qui se passe ailleurs, de l'autre côté de la maison. Et donc le film est glaçant de mille et un détails, de petits dialogues qui sont terrifiants. C'est que quelqu'un dise c'est paradisiaque comme endroit. Oui, sans que ça soit vraiment sans que ce soit caricatural. Sans que ce soit caricatural, ou qu'on s'en amuse de oh là là, décidément les nazis qui exagèrent. Genre, c'est juste c'est quelqu'un qui marche, qui découvre le jardin, qui trouve ça très beau. C'est vraiment paradisiaque. Ça rejoue avec le côté colonie aussi. Oh, quelle terre nouvelle, magnifique. Et l'autre côté du mur, encore une fois, il y a Auschwitz. C'est mille et une choses comme ça. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que le film, il a ce dispositif-là, hyper particulier, hyper riche
d'un point de vue des sensations, des émotions de spectateurs, qui est vraiment terrassant. Et puis des fois, pendant 1-2 minutes, il peut complètement changer de style d'image, de dispositif, pour utiliser ce mot-là. Et donc c'est le tout début et la toute fin du film, dont je parle pas trop, mais qui ont pareil des propositions de cinéma très particulières, qui n'ont rien à voir avec le reste du film. Et puis on aura les fleurs les plus terrifiantes que j'ai vues de ma vie au cinéma, et des types de caméras qui seront utilisés dans le film, très particulières aussi, pour créer de nouvelles choses, comme ça, la façon dont le film... Oui, enfin, il y a vraiment c'est statique, mais ça se permet de varier un peu, et ce qui amène un peu de fraîcheur, on peut dire ça. Voilà. C'est pour vous dire, c'est qu'il a narrativement, c'est très épuré. Le filmage n'a pas c'est pas comment dire, quelque chose d'incroyablement intense. Mais il a l'action, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de scène d'action non plus. Et on voit essentiellement des choses du quotidien. Mais rassurez-vous, il y a vraiment une pesanteur. Il y a une vraie, comment dire, il y a un investissement du spectateur qui regarde, qui est amené à observer les choses et à voir ce que c'est précisément que le nazisme, et surtout, il prend vraiment pas son spectateur comme un débile. Enfin, il te fait pas de longs monologues explicites pour comprendre où est-ce que tu es, avec qui tu es. C'est vraiment, tu vas comprendre qui est le personnage par un costume. Ah bah oui, d'accord, on est avec une famille de nazis. Parce qu'au départ, on est vraiment avec une famille qui est au bord d'un lac et qui s'amuse. On ne peut pas deviner. C'est-à-dire que nous, on vous spoil, entre guillemets, que ça parle que de l'autre côté du mur de leur maison, il y a Auschwitz. Oui. Mais je crois c'est ça, il paraît que les gens à Cannes ne savaient pas trop de quoi parler le film, et c'est au bout de 10 minutes qu'on entend parler d'Auschwitz, que, ok, donc c'est pas juste un Allemand des années 40, ce monsieur, il a un rôle particulier. Ouais, donc il prend vraiment pas le spectateur comme un coup. Et donc donc il est même pas, c'est pas non plus un film larmoyant, non plus. C'est terrifiant, sidérant, mais le peu de musique qu'il y a dans le film ne va pas chercher nos larmes à la petite cuillère. Mais c'est terrifiant ce que le film arrive à faire, et comme il est riche formellement, quoi. Non, c'est vraiment... Donc en vrai, non, il y a moyen de vraiment pas se faire chier. Non, surtout que c'est qu'1h45, et honnêtement, alors peut-être parce que c'est un style de mise en scène, du coup, on disait, qui se rapprochait énormément de Jeanne Dielman. Bon, pour lui, tout le coup, il dure 3 heures. Ça ressemble un peu. C'est un peu toujours les mêmes plans, un peu toujours les mêmes actions, donc on peut comprendre la longueur, l'ennui de certains spectateurs. Il y a des retours un peu déceptifs sur le film. Mais là, c'est 1h45. Il y a quand même, tu me disais, des variations de mise en scène, des actions différentes. Donc se faire chier... Je comprends, je le conçois, mais vous forcez les gens. Mais voilà, c'est ça. Voilà. C'est peut-être un film fatigant un peu aussi. Parce que c'est incroyablement... c'est dense aussi. C'est de regarder attentivement tous ces plans pendant 1h40, qui sont pas des plans très joyeux, hein, très voilà, c'est pas l'allégresse devant le film, mais c'est vraiment passionnant, en vrai de vrai. Du coup, voilà, on vous conseille énormément ce film qui nous a beaucoup marqué et qui marquera sans doute notre cinéphilie. Et je dirais même plus l'histoire du cinéma pour dire les grands mots. Chef-d'œuvre, voilà, peut-être, on sait pas, à vous de juger, mais voilà, peut-être quelques arguments en plus. C'est un film très beau et puissant à mobiliser politiquement, ou même sur un rapport à la mémoire de ce qu'a été l'antisémitisme européen il y a 80 ans. Mais le film travaille à nous rappeler comme... sur ce qu'on disait, hein, sur le rapport à l'entreprise, le rapport au collectif. Oui, c'est banalité du mal. C'est ça, le présent, cette famille peut être n'importe quelle famille d'aujourd'hui. En fait, c'est une famille normale avec un père qui va bosser. Le film nous fait voir et entendre comme tout ça pourrait recommencer, quoi. Voilà, j'espère que cette critique vous aura fait plaisir, en tout cas... que vous avez envie de voir le film. Voilà, même si Olivier n'était pas là, on s'excuse pour lui, ça nous semblait vraiment on est sûr qu'il aime le film encore plus que nous. Important de faire cette critique et de vous parler de ce film et de vous encourager à aller le voir. D'autant qu'il est quand même bien distribué, hein. Je crois qu'il a 500 écrans, peut-être que ça durera pas longtemps, mais il y a moyen de le voir. Je vous jure, il y a moyen de le voir. Voilà, il a gagné le Grand Prix à Cannes, il était en compétition avec Anatomie d'une chute. Et il sera aux Oscars, donc on lui souhaite que du bien. Thomas, je te laisse conclure. Bon les gens, merci, abonnez-vous et au revoir.
on est Ah, on est tout. Ouais, c'est vrai. Pardon. Allez, alors.